Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui, à la forme. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène en Afrique du Sud où une figure importante de l'histoire de ce pays s'est éteinte hier. Il s'agit de Frédéric Willem de Klerk, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'était le dernier président blanc. Voilà, d'Afrique Celui du qui Sud. A passé la main à Mandela. Exactement, celui qui a passé la main à Mandela et surtout celui qui aura été l'artisan de la chute du régime de l'apartheid. Alors, évidemment, il n'y a pas que cet aspect-là aussi, il y a aussi d'autres éléments de sa biographie sur lesquels nous allons quand même revenir, puisque, évidemment, c'est une personnalité, même si sur le plan international, son rôle dans la transition pacifique de l'Afrique du Sud d'un régime totalement totalitaire et raciste vers une nation démocratique saluée par l'ensemble du monde entier, il n'en est pas moins que, évidemment, il disparaît en laissant des aspects non élucidés de son rôle, du rôle qu'il aurait pu jouer notamment durant les ères les plus sombres du Parti national, qui est le parti de l'apartheid. Et évidemment, le rôle aussi par rapport aux positions qu'il aura également prises après son départ du pouvoir. Il aura notamment, de tout son vivant, refusé de reconnaître que, par exemple, l'apartheid a commis des crimes contre l'humanité. Mais pour évidemment bien connaître le personnage, il faut savoir que Frédéric Willem de Klerk était né le 18 mars 1936 dans une famille afrikaner très conservatrice. Son père lui-même était un homme politique et il a notamment occupé des postes ministériels. Hein. Et donc, Frédéric de Klerk va grandir même au cœur de la politique sud-africaine. Il va très vite entrer dans le Parti national, le parti de l'apartheid, à la sortie de ses études de droit en 1972. Puis, dès 1978, il va intégrer le cabinet ministériel, notamment du ministre très conservateur John Vorster, qui était justement un ami de son père. Et à partir de là, il va commencer à occuper divers postes clés au sein de différents gouvernements, dont celui de Peter Botha, notamment comme ministre des Mines et de l'Énergie ou encore comme ministre des Affaires internes. Alors, il va être un membre actif, notamment de l'aile conservatrice du Parti national. Et à partir de là, il va petit à petit gravir tous les échelons de ce parti jusqu'à devenir, en 1989, le chef du Parti national, alors que, évidemment, Peter Botha était encore au pouvoir. Et donc, à partir de là, il va y avoir une rivalité entre les deux hommes, rivalité que de Klerk va finir par remporter, puisqu'il va obtenir la démission de Frédéric Botha et ainsi devenir président de l'Afrique du Sud. Et Frédéric Botha. Ou bien Peter Botha. Pardon, Peter Botha. J'allais dire qu'ils avaient un frère. Oui, Peter Botha. Donc, et 6 mois plus tard, il va prendre de revers aussi bien la communauté internationale que les Sud-Africains eux-mêmes en annonçant le 2 février 1990 la libération de Nelson Mandela et la légalisation de plusieurs organisations anti-apartheid et plusieurs organisations de résistance noire. Et en particulier, évidemment, la plus importante d'entre elles, à savoir le Congrès national africain. Et notamment, il va déclarer que l'époque de la violence est terminée. Le temps est venu de la reconstruction et de la réconciliation. Et donc, c'était il y a 30 ans maintenant aujourd'hui. Et cette décision de légaliser les organisations anti-apartheid, les organisations noires, de libérer Nelson Mandela, de mettre un terme à l'apartheid, contrairement à ce que l'on croit, va d'abord plonger le pays dans une vague de violence, puisque d'un côté, on aura les suprémacistes blancs qui vont refuser la chute de l'apartheid parce que ça équivalait à une perte de beaucoup de leurs privilèges. Et d'un autre côté, on a dans le KwaZulu-Natal, on a des violences, on a des combats extrêmement violents entre, évidemment, les tenants de l'Inkatha Freedom Party, le parti Zulu, et ceux de l'African National Congress, donc le Congrès national africain, donc l'ANC. En 1992, Frédéric de Klerk va organiser un référendum pour demander à la population blanche s'ils devaient poursuivre les négociations, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Noirs n'avaient pas encore le droit de vote. Et il va obtenir 68% des suffrages, ce qui va conforter son choix de poursuivre les réformes. Et donc, avec Nelson Mandela, il va travailler activement à préparer la transition pour sortir de l'apartheid,
ce qui leur vaudra de recevoir à tous les deux le prix Nobel de la paix en 1993. Et l'année qui suit, en 1994, sont organisées les premières élections multiraciales et démocratiques de l'Afrique du Sud. Ces élections qui vont consacrer Nelson Mandela comme président de la République. Frédéric de Klerk, lui, deviendra vice-président avec Thabo Mbeki. Il va donc occuper ce poste de vice-président jusqu'à sa démission en 1996 et va donc se retirer de la vie politique. Et il va créer en 1999 la fondation Frédéric William de Klerk, qui sera destinée à promouvoir la paix dans des États multicommunautaires. Et sa vie politique ne s'arrête pas là pour autant, puisque lors de la mise en œuvre notamment de la commission Vérité et Réconciliation, il va, si tu veux, il va pas être très clair sur le rôle qu'il aura joué. Et après cela, notamment durant les années 2000 et 2010, il va faire quelques sorties médiatiques, notamment lorsqu'il parlera de, évidemment, la gouvernance de son pays. En 2006, Nelson Mandela va lui rendre un vibrant hommage à l'occasion de ses 70 ans. Et il va évidemment reconnaître le rôle qu'il a joué en évitant justement à l'Afrique du Sud de sombrer dans un bain de sang. Et à partir de 2007, il va revenir sur le devant de l'actualité sud-africaine, notamment en réagissant par rapport aux propos qu'avait tenu Desmond Tutu lorsqu'il avait dit, je cite, qu'il regrettait que la communauté blanche sud-africaine ne soit pas assez reconnaissante envers les Noirs sud-africains pour la générosité que ceux-ci ont eue à leur égard. Et donc pour Frédéric William de Klerk, c'était quelque chose de totalement inacceptable, puisque lui, au contraire, il va dire que ce serait plutôt les Noirs qui devraient être reconnaissants envers les Blancs pour leur avoir laissé le pouvoir et ainsi avoir pu surmonter leur peur, tout en s'excusant évidemment pour l'apartheid qu'il considérait moralement indéfendable, mais dont il a toujours refusé de son vivant d'admettre que son gouvernement était un régime criminel. Même s'il a condamné le racisme, mais il n'a jamais condamné les actes criminels posés par le régime de l'apartheid. Et donc, de son vivant, c'est cette posture-là de dire que c'est vrai que l'apartheid était mauvais, mais l'apartheid, en fait, n'était pas aussi mauvais que ça. C'est-à-dire qu'il estimait que les Blancs étaient dans une posture où il fallait défendre leurs privilèges, il fallait maintenir, il fallait gérer le pays d'une main de fer. Et par conséquent, donc, moralement, enfin, c'était quand même excusable à ses yeux. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais su le rôle qu'il a véritablement joué au sein du Parti national, notamment durant les heures sombres de l'apartheid, notamment à la fin des années 70 et le début des années 80. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu le massacre de Soweto en 1977 de ces jeunes élèves. Il y a eu un deuxième massacre à Soweto en 1984. Et entre 1975 et 1985, c'est la partie durant laquelle le régime était particulièrement dur envers les organisations anti-apartheid et notamment l'organisation l'ANC. Et on sait qu'il occupait des postes importants, aussi bien au sein de l'appareil politique sud-africain, donc au sein du Parti national, qu'au sein du gouvernement. Et à partir de la chute de l'apartheid en 1994 jusqu'à sa mort, on n'a jamais eu véritablement de traces de son passage dans les différents postes qu'il avait occupés avant celui de président de la République en 1989. Et cela a toujours été quelque chose d'assez suspect. Parce qu'évidemment, pour une personnalité qui a fait tout son parcours politique au sein du Parti national et tout son parcours et un aussi long parcours au sein des divers gouvernements successifs de l'apartheid, dire qu'il n'avait joué aucun rôle, notamment dans cette période extrêmement sombre de l'histoire contemporaine de l'Afrique du Sud, ça laisse les gens quand même assez dubitatifs. Et donc, à la fin, juste quelques heures après son décès hier, il y a une vidéo posthume qui a été postée dans laquelle il présentait à titre posthume ses excuses à l'ensemble du peuple sud-africain, notamment aux Noirs, aux Indiens, aux Métis, pour tout le mal qu'il aurait pu commettre lui en tant qu'individu et en tant qu'ancien dirigeant d'Afrique du Sud. Cependant, ce que l'on regrette dans cette vidéo qui dure 7 minutes, c'est que évidemment, il ne revient pas sur la partie sombre de son passage et évidemment, il ne condamne pas
Ils ne condamnent pas, si tu veux, le régime de l'apartheid comme étant un régime qui a commis des actes de crime contre l'humanité. Donc ça, c'est véritablement les deux facettes de l'homme, c'est-à-dire qu'il est resté quand même, dans le fond, un réformateur, plus un pragmatique en réalité qu'un réformateur, parce qu'il faut bien comprendre qu'en 89, lorsqu'il accède au pouvoir, il n'a pas le choix. L'Afrique du Sud est prise en tenaille par la communauté internationale qui fait face à une sanction, à un embargo terrible, parce que même, si tu veux, la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, lorsque celle-ci va quitter le pouvoir en 1986, John Major n'a d'autre option que de valider, si tu veux, l'embargo économique contre l'Afrique du Sud. Et donc, en 89, l'Afrique du Sud est asphyxiée économiquement, il est honni par la communauté internationale, et donc la seule solution qui s'offre à Frédéric de Klerk lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est de libérer, c'est de faire ce que la communauté internationale attend, c'est-à-dire mettre un terme à l'apartheid, légaliser les organisations politiques noires et leur accorder le droit de vote et leur accorder l'accès justement le bénéfice des mêmes droits que les Blancs. Et donc 30 ans plus tard, et c'est là aussi un peu, ça fait mal, c'est que lorsque l'on regarde ce que l'Afrique du Sud est devenue aujourd'hui, il n'y a pas une très très grande différence. C'est-à-dire que sur le plan juridique, sur le plan des droits, oui, les Blancs, les Noirs ont évidemment plus de droits qu'ils n'en avaient sous l'apartheid, plus de liberté, mais en termes d'enrichissement, en termes de développement économique et social, non, les Noirs restent toujours le parent pauvre de la société sud-africaine. Ils n'ont pas eu le temps de travailler ça, ils étaient en apartheid. Non, mais ça fait 30 ans que l'apartheid est terminé. Donc, ouais, en mais 30 il y a ans... les séquelles aussi. C'est pas parce qu'on a dit que ça fait 30 ans qu'en 30 ans... Oui, mais les séquelles ne veulent pas dire que toujours aujourd'hui, 70% des terres sont détenues par les 10% de la population sud-africaine, à savoir les Blancs. Plus de 80% des richesses sont détenues encore par les Blancs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les populations qui sont encore dans une extrême pauvreté, ce sont les populations noires. Malgré le fait que l'ANC, que ce soit les Noirs qui sont au pouvoir, on a plus l'impression que l'ANC, disons, les dirigeants se sont plus préoccupés à s'en mettre plein les poches plutôt qu'à véritablement travailler sur le fond même du développement sud-africain, c'est-à-dire mettre en place une société qui soit économiquement égalitaire. Parce que sur le plan des droits, si c'est vrai que sur le plan des droits, il y a plus d'égalité, mais sur le plan économique, c'est une réalité qui est autre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une branche notamment des Noirs sud-africains, qui commencent à remettre en cause, si tu veux, le rôle libérateur que Nelson Mandela a joué durant la période de la chute de l'apartheid. Parce qu'ils estiment que la rapidité avec laquelle les négociations se sont faites, les négociations ont commencé en 1990 et se sont achevées en 1993, puis on est arrivé aux élections de 1994, Mandela est arrivé au pouvoir. Donc, ils estiment que la rapidité avec laquelle les choses sont faites, ils n'ont pas véritablement eu le temps de bien négocier ces accords-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart, comme je l'ai dit, des grandes entreprises minières sont des entreprises détenues par les Blancs. Dans les finances, c'est également les Blancs. Dans l'industrie, c'est toujours les Blancs qui tiennent la corde haute, même si on vous expose certaines personnalités noires qui ont également réussi, comme Patrice Motsepe, le nouveau président de la Confédération africaine, ou encore l'actuel président sud-africain, qui sont des personnalités qui ont, dans le monde des affaires, réussi. Mais ça, évidemment, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce qu'une très, très grande majorité des Noirs sud-africains n'ont toujours pas accès même aux services sociaux de base. Accès à un logement, accès à des soins de santé, accès à de l'eau potable, accès... Donc, ces choses pour lesquelles ils se sont battus il y a 30 ans et pour lesquelles ils pensaient que la chute de l'apartheid devait leur permettre d'accéder, on se rend compte malheureusement encore qu'on est loin du compte et on commence à se poser des questions sur le contenu des négociations et la pertinence et l'efficacité. Enfin, si tu veux, on commence à se poser poser des questions sur la manière dont les Noirs sud-africains, en l'occurrence Nelson Mandela, avaient négocié avec les Blancs, donc avec le Parti national de Frédéric William de Klerk. Donc, ça, c'est parce qu'évidemment, il y a un fait qui est là, c'est que les Noirs sont encore, pour la plupart, très mal lotis. Ils ne voient pas ils ne touchent pas du doigt encore les véritables transformations qu'on leur a promises depuis 30 ans, même si toujours depuis 30 ans, le Congrès national africain reste l'ANC, la principale organisation politique noire, mais
On va regarder les prochaines élections là, qui sont en train de se dérouler en ce moment. On est en campagne électorale et on va voir les résultats parce qu'il faut savoir qu'au fur et à mesure que les années passent, la confiance des Noirs envers l'ANC ne cesse de s'effriter en raison de la multiplication des scandales de corruption. Le pire étant encore le cas de Jacob Zuma, qui fait encore l'objet de multiples poursuites judiciaires. Donc tout ça joue véritablement en défaveur de l'héritage de Nelson Mandela post-apartheid, à l'héritage de Frédéric de Klerk et de Nelson Mandela 30 ans après la fin de l'apartheid. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes. Restez connectés sur notre émission. Urban FM 104.5.